Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour cette 6e édition d'Imaginascience. Alors les fake news, c'est un vaste sujet, c'est un sujet d'actualité. C'est aussi devenu un mot de notre vocabulaire courant au point que finalement, à force de l'utiliser dans des contextes assez divers, on finit par perdre un peu de vue ce qu'il est censé désigner. Qu'est-ce que la science a à nous dire des fake news? Comment elle peut nous aider à les penser? Est-ce qu'elle peut être un rempart contre ces fake news? Voilà, c'est le genre de question. Est-ce que la science est concernée par les fake news? C'est un peu le genre de question que l'on se pose aujourd'hui et demain à travers ces différentes tables rondes. Alors, j'avais envie de vous proposer, avant de commencer, une petite citation que j'aime bien, qui est approximative, excusez-moi, il est tôt, mais une citation de l'homme de théâtre Bertolt Brecht, qui disait « La science peut être vue comme l'effort permanent pour démontrer le caractère non scientifique des affirmations scientifiques ». Donc on voit bien que dans la science, on est dans un régime de vérité. On a un rapport à la vérité, on recherche la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que ce rapport à la vérité? Ça va peut-être être une des questions qu'on se posera au travers de cette première table ronde concernée à 10 raisons de ne plus croire aux sciences ou d'y croire de nouveau ou d'y croire autrement. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Alors j'accueille pour commencer Estelle Dumas-Mallet. Bonjour. Alors Estelle Dumas-Mallet est actuellement postdoctorante à Bordeaux et elle travaille sur la recherche biomédicale dans la presse. Elle ouvrira cette table ronde. Nous allons ensuite accueillir virtuellement, mais avec une présence numérique forte, Thomas Huchon, qui est journaliste sur Spicy et qui est réalisateur de la série de reportages Conspi Hunter. Donc finalement, on va partir du regard critique et du regard de chercheur d'Estelle Dumas-Mallet sur la circulation de l'information scientifique pour après aller demander à quelqu'un qui travaille les deux pieds dans cette pratique de circulation de l'information comment ça se passe sur le terrain, qu'est-ce qu'il a à en dire finalement. Et on terminera avec Cyril Baudin, qui est postdoctorant à l'Université de Strasbourg, sociologue de la communication, et qui travaille sur les controverses sociotechniques et qui nous proposera un point de vue qui, je pense, n'est pas forcément majoritaire, ou voilà, qui se veut un peu à rebrousse-poil, et sociologique donc, et qui ouvrira, je pense, la discussion. Je vais fixer les règles du jeu, et oui, on a toujours 10 minutes maximum chacun. Je ferai des gestes comme ça pour vous dire. Et oui, parce qu'après, on va discuter tous ensemble. Voilà. Donc, ce que vous n'aurez pas eu le temps de dire pendant vos 10 minutes, vous le direz après pendant les échanges avec le public. Et vous serez invités, bien sûr, à prendre la parole. Alors, je sais que la question traditionnelle, c'est est-ce que vous avez des questions? Bon, des fois, on n'a pas de questions, mais on a quand même quelque chose à dire, donc n'hésitez pas. Voilà. Estelle Dumas-Mallet, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc d'abord, je voudrais parler d'une étude qui a été faite récemment et qui montre qu'en fait, les fake news, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas dues à diffusées par des robots et qu'elles diffusent beaucoup plus vite et à un beaucoup plus grand nombre de personnes que des nouvelles qui seraient dites non fake. Et donc aussi une chose positive vis-à-vis des fake news, c'est que finalement on arrive assez souvent à les mettre à jour au bout d'un certain temps, tout comme la fraude scientifique. Le problème, c'est de savoir à quoi est-ce qu'on peut croire finalement, et est-ce que des choses qui sont soutenues par des articles scientifiques, des preuves scientifiques, sont plus crédibles que des faits qui ne le seraient pas. Et donc, par exemple, on a tous lu dans la presse que des chercheurs avaient régénéré des neurones et que tous les tétraplégiques allaient bientôt remarcher. Et les tétraplégiques ne remarchent pas. Et donc, comment ça se fait qu'on ait tous entendu ça au moins 2 ou 3 fois et qu'il ne se soit rien passé? D'abord parce que c'est un peu le problème de la production des connaissances. Les connaissances scientifiques, elles ne sont pas figées et elles sont difficiles à faire passer au public ce que la recherche fondamentale fait, notamment en neurosciences. C'est assez compliqué pour que le public se raccroche à ce qu'on fait. Et donc, il faut beaucoup essayer de le rattacher à des choses qui les intéressent directement. Et c'est comme ça souvent que les journalistes trouvent leur porte d'entrée en essayant de dire, voilà, c'est quelque chose qui nous concerne tous, donc regardez ce que des chercheurs ont fait. Et les journalistes, ils s'appuient très souvent, quand ils parlent de ça, sur les articles scientifiques qui sont publiés dans des revues scientifiques spécialisées
Et pour publier dans ces revues scientifiques spécialisées, il faut d'abord faire des expériences, obtenir des résultats, rédiger un article, et on l'envoie à cette revue. Cette revue va alors d'abord, premièrement, la lire et décider si oui ou non ils trouvent que c'est intéressant de le publier. Et s'ils pensent que c'est intéressant, ils vont l'envoyer à ce qu'on appelle des reviewers. Ça va être le système du peer review. Et donc les reviewers, c'est des gens qui travaillent sur des sujets similaires à ceux qui ont soumis l'article. Et ils vont évaluer l'article en regardant si les méthodes leur semblent correctes, les statistiques leur semblent correctes, si les graphiques qui sont donnés soutiennent les résultats, etc. Donc ils vont donner un avis sur la démarche scientifique qui a été employée et ils vont dire si oui ou non ça correspond à la démarche scientifique de leur domaine. Mais ça ne veut pas du tout dire que ce résultat, il est valide et qu'il est robuste et que demain, il ne sera pas contredit par une autre équipe. Ça veut juste dire que toute la science qui est derrière était considérée comme valide par cette discipline. Souvent, quand c'est un truc très nouveau en science, ça attire on essaye de le publier dans un journal scientifique très prestigieux. Et ces journaux scientifiques très prestigieux sont suivis non seulement par la communauté scientifique, mais aussi par les journalistes. Parce que les journalistes pensent, comme beaucoup de scientifiques aussi, et souvent à juste titre, que ce qui est publié dans ces journaux, c'est robuste et qu'on peut s'appuyer dessus. Et donc, ces journaux scientifiques, ainsi que les institutions des chercheurs, produisent des communiqués de presse vantant tous les résultats qu'ils ont découverts. Et leur but, ce n'est pas d'informer les gens, mais de communiquer sur leur activité et de faire leur promotion. Donc, ils peuvent cacher des choses, des effets un peu négatifs, parler pas des effets secondaires, par exemple, dans un traitement. Et nous, c'est ce qu'on retrouve dans la presse. Et bien que les journalistes soient sans doute les plus à même à identifier les sources fiables, c'est quand même difficile pour eux aussi, compte tenu de comment la science fonctionne, de savoir quelle est vraiment la source qui est fiable. Et donc, il faut se méfier aussi de ce qu'on lit et de qu'est-ce qu'est une source fiable, que ce soit bien pour les scientifiques dans les sciences que pour les journalistes et pour le grand public aussi quand il suit la presse ou les réseaux sociaux, même ceux rédigés par des journalistes. Et alors, si je vous suis bien, Estelle Dumas-Mallet, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, si on considère une information scientifique déformée ou exagérée comme une fake news, là, la source de la fake news serait l'institution de recherche elle-même ou la revue. Je dirais pas que c'est une fake news. C'est parce que c'est un résultat. C'est par exemple dire, je vais donner un exemple. On recherche si tel gène est associé avec telle pathologie. Donc, comme c'est une première étude sur le sujet, on ne va pas la faire sur tous les gens de France, ou on va le faire sur un petit nombre de patients qui sont accessibles. Et là, on va trouver qu'il y a un lien. Les statistiques vont dire que ce gène est lié à cette pathologie dans les conditions statistiques qui sont utilisées dans ce domaine des sciences. Et ça ne veut pas dire que ces gens ont menti et qu'ils n'ont pas trouvé d'association. Ça veut juste dire que peut-être que cette association, si elle est regardée sur un plus grand nombre de patients, elle ne sera plus aussi forte. Donc, ce n'est pas vraiment une fake news. D'accord, donc l'information en elle-même n'est pas fausse. C'est une vérité pas stabilisée, voilà. D'accord. Enfin, ou une donnée, un fait non stabilisé. Oui, parce que ce que vous expliquez, c'est que finalement, la publication scientifique, elle vient marquer une étape dans le processus de recherche. Donc, si c'est une vérité provisoire. Voilà. Et que le comité de lecture, finalement, il rend un avis technique. Il dit ce résultat a été produit dans des conditions que nous considérons comme correspondant aux standards de notre discipline, ce qui est quand même assez différent que de dire c'est une vérité, effectivement. Mais du coup, je vais quand même reposer ma question de la fake news, parce que vous, ce que vous dites, c'est finalement, on ne peut pas dire que c'est faux parce qu'il y a un résultat qui est réel. En revanche, dans la manière dont c'est transmis, on a enlevé tout le contexte. Oui. Et est-ce qu'une fois que le contexte est enlevé, ça reste aussi vrai ? Non. Non. Mais après, je pense que c'est délicat aussi de faire passer, d'essayer d'informer des gens sur des nouvelles choses qui sont découvertes, tout en disant, alors effectivement, ils ont trouvé ça, c'est vraiment très très bien, mais on n'en est vraiment pas sûr. Et je pense qu'après, ça perd aussi de l'intérêt. Donc, soit on décide de pas du tout en parler, ce qui est peut-être pas intéressant, soit d'essayer de peut-être d'être moins, effectivement, moins, comment ? Catégorique. Merci. Voilà. Moins catégorique ou moins sexy, comme on dit dans la presse ? Aussi, peut-être.
Mais même, maintenant, de toute façon, il y a plusieurs études qui ont montré que les communiqués de presse issus donc, des journaux scientifiques et des institutions scientifiques, les exagérations, elles étaient déjà présentes dedans. Donc souvent, dans le grand public, on a tendance à croire que c'est les journalistes qui racontent n'importe quoi et qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui doivent vendre le sujet, alors que finalement, parfois, le sujet il est déjà vendu bien en amont. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça pour essayer d'améliorer cette communication. Quoi, par exemple ? Mais on essaye de sensibiliser les chercheurs à la façon dont ils parlent de leurs résultats, d'essayer d'avoir, au lieu de parler au public, d'interagir avec le public et donc que les questions se posent, qu'il y a un échange plus que donner une conférence et le public écoute et ne peut pas participer. Voilà. Et du coup, j'ai une dernière question, en espérant qu'après, Thomas Huchon va pouvoir nous rejoindre parce qu'il est en visioconférence aujourd'hui. Vous disiez que du coup, on se rend compte, je crois que c'est votre travail de thèse qui avait notamment montré ça, que l'exagération ou la promesse, on est dans un discours de la promesse beaucoup, dans la circulation de l'information scientifique dans la presse. On nous dit c'est un résultat, mais c'est pas juste un résultat, c'est la promesse de quelque chose qui va venir. Et là, ce que vous dites, en fait, c'est que cette promesse-là, elle est introduite par les services de communication des institutions de recherche, plus que par les chercheurs eux-mêmes. Je pense que c'est les deux. On nuancera peut-être dans la table ronde sur la publication. Mais j'ai vu, pour avoir participé à écouter d'autres gens qui font d'autres domaines de sciences que le mien, et d'écouter ce qu'ils disent, et de ne pas pouvoir tout suivre, évidemment, et de poser des questions que moi, j'essayais finalement de raccrocher à qu'est-ce que ça représentait pour moi. Parce que je n'étais pas capable de poser des questions où je ne comprenais pas vraiment les petits tenants. Et que moi, c'était ma question, mais finalement, à quoi ça va servir pour nous ? Donc, je comprends après que ce soit difficile, surtout dans une interaction avec la presse où je pense que les scientifiques ne sont pas du tout formés à interagir, qu'ils puissent exagérer parce qu'ils doivent aussi sans doute être passionnés par ce qu'ils font et envie de le promouvoir aussi. Et du coup, ma dernière question, elle est un peu taquine, vous m'excuserez. Mais du coup, quand vous dites, plusieurs fois, on a vu dans la presse que ça y est, la recherche biomédicale allait rendre la motricité, par exemple, aux personnes tétraplégiques. En quoi ça, c'est pas une fake news ? Puisque manifestement, comme vous le soulignez, la promesse ne s'est toujours pas réalisée. C'est vrai. Je pense que le premier fait de cette nouvelle scientifique, c'est souvent des chercheurs ont trouvé un moyen de régénérer les neurones. Alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment régénéré des neurones, puisque je ne fais pas de neurosciences. Mais je pense qu'il y a un fond de vérité sur la recherche. Je pense qu'ils ont effectivement trouvé des choses très importantes, mais que c'est l'extrapolation de l'importance de ces résultats de recherche à la vie de tous les jours qui est peut-être, du coup, effectivement fake. Donc la deuxième moitié de la proposition est fake, mais pas la première. D'accord. Voilà. C'est compliqué. Est-ce que vous souhaitez réagir, Cyril Baudin ? Je vous invite à prendre le micro. On vous entend bien. 1, 2, 1, 2. Vous êtes avec nous. Oui, peut-être également le discours de la promesse, l'économie discursive de la promesse, ce n'est pas qu'un discours qui vient en aval des travaux de recherche, mais très souvent également, il se pose en amont lorsque, avec les réformes récentes, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, les LABEX, etc., on est obligé, pour lever des crédits, en fait, de survendre les projets de recherche. Donc, tout est fait aujourd'hui dans les réformes institutionnelles de la recherche pour accroître le besoin de promotion. Et puis, ces réformes ont également engendré l'apparition de services de communication, marketing, au sein même des laboratoires qui ne réfléchissent plus, ne pensent plus la communication en termes de communication scientifique, mais vraiment comme une agence de pub très très classique. Voilà, donc ça pose des incompréhensions et puis des instrumentalisations, j'aime pas trop le terme manipulation, mais des instrumentalisations et des conversions du discours scientifique, mais cela ne se produit pas qu'en aval, ça se produit aussi en amont. C'est la triple traduction classique. Oui, c'est vrai que la table ronde d'après va être consacrée à la publication scientifique. Et pendant des années, on a dit que les chercheurs étaient soumis à une pression qu'on avait résumée par publish or perish, donc publier ou mourir. C'est très, très sympa. Et aujourd'hui, on parle aussi de
publicize or perish. Donc il ne suffit pas de publier, mais il faut faire parler de soi. C'est le glissement vers l'altmetrics aussi. Enfin, je ne sais pas si on pourra en parler après. Alors, est-ce que Thomas Huchon est avec nous ou pas? Je me tourne, je cherche Arthur des yeux. Arthur, où êtes-vous? Arthur est à côté. Alors, pendant qu'on cherche Thomas Huchon dans le cyberespace, voilà. Est-ce que quelqu'un a une question ou souhaite intervenir? Comme ça, on fait un peu connaissance en attendant. Oui? Ah, super, pardon. Merci, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Xavier Noël du CNAM à Nantes. Donc en fait, on parle de la recherche, de l'univers de la recherche, mais en fait, il y a des univers de la recherche qui sont en fait très différents les uns des autres. Donc entre la recherche publique, privée, tous les intermédiaires, et puis il y a également différents pays. Est-ce qu'il y a un modèle qui est plus vertueux qu'un autre à l'égard de tout ce que vous avez évoqué, auquel on pourrait se référer? Est-ce que votre question s'adresse à un des deux interlocuteurs en particulier? Je pense que ça vous s'adresse à tous les deux. Très bien. Alors je vais laisser d'abord la parole à Estelle Dumas-Mallet. J'ai l'impression que les Américains essayent de faire beaucoup plus de choses, en tous les cas, pour améliorer la communication des chercheurs. Je sais que, par exemple, il y a un projet qui avait été fait, un workshop, où ils avaient fait travailler ensemble des journalistes scientifiques et des chercheurs dans le domaine du réchauffement climatique, pour que chacun puisse comprendre les problèmes auxquels chacun faisait face. Donc les chercheurs qui parlaient, qui étaient beaucoup trop compliqués, les journalistes ne pouvaient rien comprendre. Les journalistes qui voulaient tout raccourcir, que les chercheurs aussi, ils essayaient de comprendre que être un journaliste, c'était pas retranscrire exactement tout ce qu'ils disaient, que c'était pas leur travail non plus. Donc améliorer leur communication aux uns et aux autres, leur façon de communiquer. Alors j'ai une bonne nouvelle, Thomas Huchon arrive. Donc on va lui résumer le début et puis l'inviter à se prononcer. Juste pour vous dire que j'ai eu un problème personnel qui m'empêchait d'être avec vous cette semaine, que je le regrette, mais que je suis ravi de pouvoir participer quand même à distance à vos discussions. Et comme je l'ai expliqué aux organisateurs, je suis totalement disponible pour tous ceux qui voudraient poursuivre la discussion au-delà de la table ronde. À eux de trouver un moment qui vous conviendrait et qui me conviendrait. Mais en tout cas, je me rends disponible s'il y en a le besoin. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler ce dont vous venez de parler avant que j'arrive? Oui, j'allais vous faire un petit résumé. Donc, vous êtes parfaite. Nous sommes dans je vous remercie. Nous sommes dans la table ronde consacrée aux fake news. Et là, on a eu un premier temps d'échange qui concernait finalement les conditions de production de l'information scientifique. Et c'est les conditions de la mise en circulation de cette information scientifique par les institutions de recherche et comment finalement ça prépare un peu le terrain à ce qu'une information scientifique sérieuse se transforme en fake news. Et vous êtes invité en tant que praticien, j'ai envie de dire, de la fake news. Et du coup... c'est pas moi qui vous parle, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez peut-être pouvoir nous raconter comment est-ce que vous faites un travail du coup de journaliste de terrain plutôt sur ce sujet-là et je vous inviterai en particulier à nous raconter comment vous mobilisez la science pour finalement informer sur le caractère fake ou non fake de ce sur quoi vous travaillez. Alors, je crois qu'il y a une première chose que je voudrais dire en préambule, si vous me le permettez. C'est que ce qui a probablement le plus changé en 30 ans, sont les gens qui produisent le savoir scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien entendu tous les chercheurs et toute la science telle qu'on la connaît qui continuent de travailler et qui essayent de faire connaître ces travaux. Et on a à côté de ça des petits génies de l'informatique à qui on va demander de résoudre des équations impossibles et qui, à aucun moment, ne se posent la question de « est-ce que je dois le faire ?» Ils se demandent s'ils peuvent le faire, ils ne se demandent jamais s'ils doivent le faire. Et je pense que c'est un basculement assez important dans l'approche de la science, et notamment pour tout ce qui sont la construction des algorithmes et la construction de tout l'univers numérique dans lequel on évolue aujourd'hui beaucoup plus qu'on ne le souhaite. C'est juste un premier point. Voilà. Ensuite, je crois que mon travail sur
ce que mon travail de journaliste m'avait montré, et ce que mon travail sur les fake news et les théories du complot depuis 4 ans m'a encore plus montré, c'est que c'est très difficile de discerner le vrai du faux, et que la meilleure manière de se tromper, c'est de prendre une décision avant d'avoir des éléments pour le juger. Je m'explique. La principale raison pour laquelle on tombe du mauvais côté de la science, de la vérité, du savoir, c'est quand on pense savoir alors qu'on n'a pas les éléments pour savoir. Et aujourd'hui, et c'est un reproche qu'on peut faire aussi à certains de mes confrères journalistes professionnels, c'est très rare de trouver une information dans laquelle on laisse la possibilité aux citoyens de se faire sa propre opinion sur les choses. Bien souvent, il va manquer des éléments. Si on prend l'exemple des sondages, par exemple, les sondages qui sont publiés par tous les journaux sont des sondages sérieux, mais on ne nous donne jamais la totalité des éléments qui nous permettent de comprendre comment ce sondage a été fait. Et petit à petit, c'est ce manque d'éléments qui permettent au public de se faire sa propre opinion, et ben ça crée une impression à la fois de manipulation pour le public, et ça donne une illusion de savoir pour celui qui parle. Et quand il s'agit de journalistes professionnels qui ont quand même malgré tout un certain nombre de règles éthiques et d'obligations, ben ça pose un problème. Mais quand tout ça est disponible pour le premier Pékin venu qui va expliquer ce qu'il a envie sur sa chaîne YouTube, son blog, son compte Twitter, et ben ça prend une ampleur très inquiétante pour la société. Et au-delà de ça, les moyens à sa disposition pour diffuser ces informations sont colossaux. Et on a beaucoup de mal à lutter contre cette propagation, entre guillemets, de fausses informations. Et il y a tout un tas de chiffres qui nous le montrent. À titre indicatif, une rumeur sur Twitter va être démontrée comme vraie en 2 heures, alors qu'il faut 14 heures pour démontrer qu'une rumeur s'avère fausse. Ben, ça veut dire que pendant 12 heures, les algorithmes vont jouer à plein pour le mensonge. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, par exemple, sur les questions des vaccins, sur la question de est-ce qu'on est allé sur la Lune, sur la question de est-ce que la Terre est plate, est-ce qu'il y a des extraterrestres. Et finalement, toutes ces choses partielles, mensongères, volontairement ou mal travaillées, eh ben, elles vont trouver une espèce d'audience dingue. Et c'est très difficile de lutter contre ça. Moi, mon expérience, pour essayer de répondre à votre 3e question, mon expérience, c'est qu'on ne peut pas vraiment changer la vie des croyants. Et ceux qui croient aux fake news et aux théories du complot sont des croyants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire, hein. Moi, chacun croit ce qu'il veut, mais ce n'est pas possible d'opposer une croyance et un savoir. Ce n'est pas possible d'opposer émotion et rationalité. Et je crois que le vrai enjeu pour la société d'aujourd'hui, ça va être de permettre aux plus jeunes d'équiper leur cerveau et de se prémunir contre ces manipulations, parce que pour les plus âgés, en tout cas pour les croyants, j'ai un peu peur que ça soit difficile de les rattraper. Alors, du coup, il y avait beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je me permets de vous poser 1 ou 2 questions pour vous inviter à développer. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez de la manière dont l'information est transmise par les journalistes. Finalement, j'ai l'impression que vous présentez la théorie du complot comme le résultat d'une recherche de vérité non satisfaite. C'est-à-dire, finalement, on veut la vérité, mais on n'a pas toutes les choses en main, donc on se sent impuissant. Donc ça génère de la théorie du complot. C'est ça c'était un peu ce que vous vouliez dire ? Disons que bien entendu, c'est très difficile de résumer en quelques minutes un phénomène aussi complexe. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a l'hyperprésence de mensonges sur les réseaux, la capacité à nous cibler avec des messages qui correspondent à ce qu'on cherche et qui sont liés à des biais inconscients de nos personnalités. Et il y a quelque chose de très important, c'est que les gens qui cherchent à trouver la vérité sur telle ou telle question et qui tombent sur des mauvaises explications, mais c'est des gens qui cherchent. C'est quand même des gens qui sont dans une démarche de recherche. Oui, et finalement, j'ai l'impression que la démarche n'est pas forcément mauvaise, mais qu'elle est appliquée avec beaucoup de limites méthodologiques.
et surtout qu'elle ne laisse pas, grosso modo, une charge équitable à toutes les sources d'information. Et justement, ça rejoint un peu ce que nous disait Estelle Dumas-Mallet au début, c'est que finalement, maintenant, l'information scientifique, souvent, elle circule privée de son contexte. Donc, on ne va pas dire on a obtenu tel résultat dans telle condition d'expérience, sur telle population, etc. Mais on va dire on a un résultat. Mais c'est un peu ce que vous disiez par rapport au sondage. Mais du coup, ça pose une autre question qui est comment vous journalistes, vous avez accès à cette information de contexte, en fait? Déjà, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas d'avoir accès facilement au contexte dans lequel a été produite une information. Ça demande souvent du travail, ça demande souvent du temps. Ça demande, du coup, vu que ça demande du travail et du temps, ça demande des équipes fournies. Vous avez constaté qu'on n'embauchait pas des journalistes à l'appel et qu'on était plutôt dans une situation de précarisation de nos métiers. Et aussi, on est dans une période d'hyper-rapidité de la transmission d'informations. Et donc, du coup, on limite le temps qui est à notre disposition pour répondre. Moi, j'ai une chance énorme par rapport à tous mes confrères, c'est que moi, je travaille sur le temps long. Moi, je fais des documentaires. Je prends un an et demi pour faire un film qui va durer 1 heure. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir 20 minutes pour faire un sujet aux 20h de France 2, quoi. Donc, il faut à la fois exiger mieux de la part des journalistes. Ils sont là, bien entendu, et ils doivent faire leur travail, et on doit être plus exigeants et demander, y compris plus de transparence sur la manière dont eux obtiennent des informations, ce qui est aussi quelque chose d'important. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que le vrai problème auquel on va faire face chez les journalistes professionnels, c'est que les gens n'achètent plus de journaux. Alors c'est probablement notre faute aussi, mais moi, à chaque fois qu'on me dit que la presse ou que les médias sont nuls, sont mauvais, je pose la question, mais c'est quand la dernière fois que tu as payé pour t'informer? Et bien souvent, la réponse est très lointaine. Et est-ce que ça... J'ai envie de dire que si on allait à la boulangerie et qu'on prenait du pain gratuit, il serait probablement dégueulasse. Et on aurait du mal à s'en plaindre parce qu'il est gratuit. Mais par contre, l'information, même gratuite, il faut qu'elle soit de qualité. Je pense qu'il y a une forme de dichotomie là-dedans et qu'il faut quand même que les gens comprennent, que le public comprenne que payer son information, c'est la meilleure manière de nouer une relation avec le journaliste. C'est la meilleure manière de nous donner à nous des billes en interne pour défendre nos sujets, pour défendre nos angles, pour aller voir notre rédac chef, sortir une info. Vous savez, il ne faut pas croire qu'à l'intérieur d'une rédaction, on est tous copains, on est tous d'accord. On est, nous aussi, même journalistes, soumis à la pression du rédacteur en chef, qui est lui-même soumis à la pression du directeur de la publication, qui n'a pas les mêmes enjeux, qui n'a pas les mêmes objectifs, qui n'a pas la même vision du monde. Et du coup, ça crée tout un tas de niveaux dans lesquels vont être prises les décisions. Les gens n'en ont pas forcément conscience. Et la meilleure manière de nous permettre de nous défendre en interne, et donc de les défendre avec une information d'une meilleure qualité, c'est de nous donner des billes. Et vous savez, l'affaire Benalla l'a montré cet été. À partir du moment où les journaux sortent des informations importantes et intéressantes et bien traitées, les gens achètent les journaux. Et vous savez, un journal, il n'a qu'un seul intérêt, c'est de vendre des journaux. Donc s'il vend des journaux avec de l'information de qualité, il va continuer à le faire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quand même une espèce de forme de deal entre les journaux et les lecteurs. Et je parle des journaux, on pourrait parler des médias sur Internet, on pourrait parler de Mediapart, on pourrait parler de Spicy, on pourrait parler de tout un tas de choses comme ça. Mais effectivement, on a aussi besoin des citoyens là-dessus. On a besoin qu'on nous aide là-dessus. Oui, on retombe sur la question des conditions en fait, de production, qui est aussi une question qui se pose de manière très très vive pour les chercheurs. Alors j'ai une minuscule dernière question. Je pense que vous êtes encore plus mal lotis que nous et que vous devez être les seuls. C'est peut-être pas impossible, effectivement, que les chercheurs soient encore plus mal lotis que les journalistes. Ou alors vous allez bosser chez Facebook, qui paye bien, il paraît. C'est ça. Et j'ai une toute petite dernière question avant de passer la parole à Cyril Baudin. Vous disiez, on ne peut pas convaincre un croyant. Mais je me demande si finalement, c'est pas quand même ça la question. C'est parce que vous allez
finalement, le scientifique, il croit en la science. Il ne se laisse pas arrêter par son résultat négatif, par son expérience qui n'a pas marché. Il y croit, il se dit, c'est cette méthode qu'il faut mettre en œuvre. Vous voulez... Oui, le scientifique croit en la science. C'est pas mal, hein. J'ai pas osé le dire parce que j'étais loin, mais c'est Christophe qui a réagi, non? Le complotiste, lui, n'y croit pas. Et du coup, je me dis, bon, ça introduit un peu ce que Cyril Bodin va nous raconter, mais je me dis que c'est quand même aussi là-dessus qu'on va travailler. J'ai juste une petite anecdote pour vous, peut-être que vous le connaissez. Il y a un YouTuber qui s'appelle Hugo Décrypte, qui parle d'information aux 15-25 ans. Et alors, quand on va sur sa chaîne YouTube, on voit dans les commentaires, bah, toi au moins, tu dis des vrais trucs, pas comme les journaux qui racontent n'importe quoi. Sauf que à 90%, il répète ce qu'il a lu dans la presse. Bah oui. Donc on voit quand même bien que là, on est dans un régime de croyance, en fait. C'est même pas une question de qualité de l'information, c'est une question de qui est légitime pour nous dire un truc auquel on va croire. En fait, ce que je disais sur les croyances, ça sort aussi des travaux qui ont été réalisés par Gérald Bronner et son équipe à Paris 7, ou Paris 8, j'ai un doute, non, ça doit être Paris 7. Et notamment, surtout, en fait, c'est tous les gens qui sortent des sectes. Les gens qui tombent dans une croyance sectaire, ils tombent pour des raisons émotionnelles et en sortent pour des raisons émotionnelles. Les arguments rationnels n'ont absolument aucun poids sur les gens qui ont été dans une secte, dans leur processus de sortie. C'est le résultat d'une étude sur 120 personnes sorties des sectes depuis 20 ans. Donc c'est assez important, c'est du qualitatif, hein, mais c'est assez important comme chiffre. Et je crois que, oui, bien entendu, il y a un vrai problème de vecteur. Et moi, vous savez, moi, je suis journaliste depuis 15 ans et je suis devenu youtubeur il y a 2 semaines. Non pas parce que j'avais hyper envie de le faire, j'aime pas du tout montrer mon visage, je déteste ça. Mais c'est la manière dont les jeunes ont décidé de consommer de l'information. Et vu que j'ai pas envie qu'il y ait que des gens mal intentionnés qui leur parlent, et ben on va essayer de le faire aussi. Je suis pas sûr qu'on arrivera à rattraper notre retard. Je suis pas sûr que ça soit la bonne manière de communiquer. Mais je crois qu'il faut essayer des choses. Et peut-être qu'à force de faire des conneries, eh ben on trouvera la bonne solution. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné sur les théories du complot. On a essayé plein de choses qui n'ont pas marché. Et à la fin, on a réussi à trouver par élimination des choses qui fonctionnaient un petit peu. Donc, je crois qu'il ne faut surtout pas perdre espoir dans notre capacité à agir et à trouver des solutions. Et surtout, il ne faut pas oublier que le cœur de l'action ne concerne pas les croyants ni les rationalistes. Elle concerne les indécis qui sont l'immense majorité de nos concitoyens et qu'il faut arriver à protéger du fait de tomber dans ces croyances. D'accord, merci beaucoup. Alors, je laisse la parole au sociologue Cyril Bodin avant qu'on discute avec la salle. Merci Thomas Huchon. Merci. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Voilà, donc j'ai déjà été présenté. Simplement, donc, il est assez important de dire d'où l'on parle, surtout quand on est scientifique aujourd'hui, et de présenter sa position, en fait. Tout à l'heure, vous l'avez dit, Estelle, il n'y a pas de savoir éternellement figé, et tous les savoirs sont également assez contextuels et relatifs à le cadre de référence dans lequel ils ont été produits méthodologiquement, ou ce qui inclut également des références culturelles, morales, etc. Donc il faut toujours rattacher l'énoncé scientifique également à la posture de l'énonciateur et à l'instance d'énonciation. C'est pour ça que l'on référence nos travaux de recherche, etc., etc. Les journalistes font un petit peu pareil aussi. Voilà, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des vérités relatives. Alors j'ai commis une thèse il y a quelques années à Grenoble qui traitait de la vulgarisation dans l'espace public et notamment dans les débats publics de la CNDP nanotechnologie. J'en ai déjà parlé à certains dans la salle en 2009-2010 et cela m'a amené en fait à traiter de ce que j'appelle, moi et quelques autres auteurs, l'idéologie de la vulgarisation. L'idéologie de la vulgarisation, c'est un rapport social, culturel, qui génère, dans certains cas, dans certains abus de vulgarisation, de pédagogisme, une exclusion, car elle crée une relation asymétrique, elle prédéfinit des rôles entre différents acteurs,
sans s'intéresser à leur identité réelle, et elle instaure une relation entre un sachant, plutôt considéré un peu comme omniscient, et puis des profanes qui se définissent comme des non-sachants absolus, des sortes de végétaux ou d'amibes, quelque chose un peu comme ça. Et puis dans les discours, la vulgarisation est très souvent présentée comme la lutte entre le rationnel, l'irrationnel, la lumière contre l'obscurité ou l'obscurantisme. Ça fait un petit peu Star Wars, et c'est une explication très très simple de l'ensemble des rapports sociaux et de la complexité de la société. Et c'est une lecture unidimensionnelle, voilà, une lecture unique, un couteau suisse de la pensée qui permettrait d'expliquer un petit peu des situations très 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 différentes les unes des autres. Alors pourquoi je parle de cela? Parce que je fais en fait un rapprochement entre l'idéologie de la vulgarisation et également bon nombre de discours qui portent sur les fake news, non pas les fake news elles-mêmes, mais les discours qui entendent réguler, réglementer, légiférer sur les fake news. Voilà. Donc je critique les gens qui critiquent les fake news. Un petit peu, c'est pour... Alors, voilà pourquoi je parle un petit peu de mes travaux de thèse que j'ai commencé il y a une dizaine d'années et qui expliquent un petit peu mon positionnement par rapport à l'ensemble de ces discours des fake news. Avant de répondre déjà aux fake news et puis d'aborder ce phénomène bien plus complexe qu'il est souvent expliqué par une foultitude d'acteurs, il faut également expliquer que la vulgarisation a contribué, dans certains cas, dans certains abus, à dépolitiser des débats politiques. Ça a été le cas pour les nanotechnologies, ça a été le cas pour Cigéo, pour ITER, il y a bon nombre de débats publics institutionnalisés qui ne reposaient pas sur la participation, mais bien sur un rapport de vulgarisation qui permettait à bon compte d'exclure les opposants, les voix critiques, les voix dissonantes, les voix alternatives, hétérodoxes, du débat public et des instances de l'énonciation du vrai. Alors, c'est un gros problème parce que ça conduit à une radicalisation de l'opposition. Bien loin de la faire taire, en réalité, ça contribue à lui donner encore plus de valeur. Alors, il faut aussi dire que le scientisme, la posture scientiste, repose sur une incompréhension de l'épistémologie contemporaine. Et il s'agit, du point de vue des scientistes, de prêter aux sciences, au discours scientifique, des propriétés que les discours scientifiques n'ont pas du tout. Il s'agit généralement de les convertir en une forme d'autorité morale pour diverses raisons qui peuvent être d'ordre mercantile, d'ordre politique, d'ordre culturel, d'ordre simplement de valorisation de l'identité de la personne qui fait de la vulgarisation. Alors, avant de répondre aux questions, on devrait déjà commencer peut-être par le fond, c'est-à-dire questionner ce que l'on appelle le savoir, la vérité, et notamment la vérité scientifique qui constitue l'idéal le plus haut parmi les discours sur la vérité. Et derrière l'apparente simplicité de ces mots, le savoir, la vérité, qui sont souvent associés à des adjectifs, le savoir rationnel, le savoir objectif, le savoir neutre, etc., comme s'il fallait constamment lui adjoindre des qualificatifs, eh bien, se cache toujours un ensemble d'intérêts sociaux, culturels, politiques, économiques. Et entre le sujet de recherche, le chercheur, et l'objet de recherche, le phénomène que le chercheur entend étudier, eh bien, il y a tout le temps un projet. Le chercheur travaille en fonction d'un projet. Il veut faire dire quelque chose à cet objet, et ces projets doivent être questionnés. Donc ici, je critique en fait une forme d'imaginaire de la science qui reposerait sur une distanciation ou une rationalité pure et parfaite. La rationalité pure et parfaite n'existe pas. C'est confondre ses désirs avec la réalité réalité concrète du métier des chercheurs. La rationalité, la neutralité, l'apolitisme, etc., ce sont des idéaux que l'on essaye d'atteindre, mais que l'on ne peut jamais totalement atteindre. C'est la raison pour laquelle un chercheur doit constamment, lorsqu'il présente ses résultats,
ne pas s'en tenir qu'à ces seuls résultats, mais présenter constamment également la méthode, le cadre, les références, le cadre référentiel, le cadre normatif, le cadre méthodologique, au travers desquels il a produit ces résultats. Et très souvent, la vulgarisation ne s'en tient qu'aux résultats et bâcle un petit peu toutes les questions méthodologiques, contextuelles, tous ces cadres référents. Alors, je vais passer, parce que désolé, je suis un petit peu long. Alors, d'un point de vue de l'analyse du discours, les fake news apparaissent comme une formule. Une formule, c'est un discours simpliste, réducteur, généralisant, et c'est quelques marqueurs, la simplicité, le réductionnisme, la généralité, qui marquent, en fait, qui sont des caractéristiques du discours de nature idéologique. Les fake news sont un mot valise, un mot totalement polysémique dans lequel une diversité d'acteurs sociaux, des journalistes, des scientifiques, des médiateurs, des hommes politiques, des enseignants parfois également, s'emparent, mais vont le définir de manière très très différente. Chacun projette un petit peu ses fantasmes, son idéal un petit peu personnel ou de groupe social en fonction de sa position dans la société, derrière ce mot valise. Il s'agit également d'un effet de mode assez récent, d'ailleurs qui achoppe avec d'autres discours sur Internet. Il y a une dizaine d'années, Internet était supposé révolutionner la démocratie, les révolutions arabes expliquées grâce à Twitter, le rôle bénéfique des réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, on a l'inversement de ces discours, de la faute à Internet, de la faute aux réseaux sociaux. On a un danger qui émerge, un danger pour la démocratie. Donc il faut se méfier également de ces effets de mode et qui tournent parfois en fonction des saisons, la girouette tourne. Alors l'émergence des fake news, qui est assez récente, quelques années, est apparue l'expression en même temps qu'un ensemble d'événements qui sont parfois assez tristes. Les événements récents terroristes, les attentats à Paris, à Nice par exemple, et le terrorisme a pu être expliqué également, tout comme la radicalisation d'ailleurs, qui sont des phénomènes assez différents, des notions différentes, par l'accroissement, par l'émergence, le renforcement, on peut l'appeler de plein de manières, des fake news. Également, ça c'est un phénomène bien plus long, mais on observe sociologiquement, enfin il y a plein de courants qui s'intéressent à ça, une défiance institutionnelle croissante, c'est-à-dire de moins en moins de crédit accordé au discours officiel, au discours institutionnel, ce qui doit être interrogé et qui n'est pas forcément la preuve d'une irrationalité ou d'une ignorance du grand public, mais peut-être au contraire la montée d'une pratique collective de la critique, argumentée, parfois qui s'inspire de méthodes scientifiques et qui doit être interrogée. Et là, le discours des fake news a parfois servi, tout comme la vulgarisation, à invisibiliser cette montée de la critique sociale, sociétale, qui est de plus en plus argumentée. C'est un phénomène que l'on voit très bien, notamment chez les militants écologistes, par exemple. Quand ils militent contre un projet de centrale nucléaire ou de géothermie profonde à Strasbourg, c'est ce sur quoi je travaille actuellement, on voit des gens, d'ailleurs des militants écologistes, qui sont souvent d'anciens chercheurs, parfois à la retraite, par exemple, des gens qui appliquent les méthodes scientifiques, leurs méthodes disciplinaires, à l'étude d'un projet spécifique de centrale ou de construction d'une autoroute, par exemple, sur leur territoire. Voilà. Donc, dans ce cas, la vulgarisation a pu être utilisée par les instances officielles pour mettre à distance une critique sociale très argumentée, très bien construite, et pour la mettre à distance, vraiment à peu de frais. Alors, pourquoi l'émergence de cette expression chez les militants scientistes, depuis quelques années, j'étudie les zététiciens, qui constituent en gros le mouvement zététique qui est pluriel, hein, il y a plusieurs cercles, plusieurs groupes, etc., et qui sont en gros le noyau dur des militants en faveur d'une réglementation des fake news. Ceux-ci pratiquent ce qu'ils appellent le fact-checking ou la street épistémologie, mais toujours selon, on va dire, des théories qui sont très 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 légères, une théorie unique,
En gros, Henri Brock, aidé de Sokal, Bricmont, si vous connaissez 2-3 théoriciens mobilisés par la zététique, qui sont quand même des outils, ou Gérald Brenner, on en a parlé tout à l'heure, qui sont quand même des théoriciens qui sont très contestés dans leur propre champ disciplinaire. Alors, Sokal, Bricmont, c'est des physiciens d'ailleurs, ils n'ont pas grand-chose à faire sur l'étude des phénomènes culturels, ou en tout cas on devrait remettre un petit peu en cause leur pensée. Mais bon, donc les militants scientistes militent depuis quelques années pour ce type de régulation et pour que le gouvernement fasse une loi. Et puis le monde journalistique, qui est peut-être le deuxième ensemble qui va s'emparer du discours sur les fake news, lui apparaît bien plus divisé, mesuré. D'un côté, les grands médias sont de plus en plus critiqués, remis en cause, notamment tout le journalisme de l'immédiateté, comme le disait Thomas tout à l'heure, qui est très critiqué. Et c'est vrai que le temps de la science, le temps de l'argumentation, le temps de la critique n'est pas le même temps que le temps de la production d'une brève que l'on va faire en 20 minutes, voilà, un feuillet en 20 minutes par exemple. Donc, d'un certain côté, les fake news ont permis à une profession qui vit assez mal la perte de son statut, le déclin progressif de son statut professionnel, de l'économie, de certains modèles économiques sur lesquels reposent les médias, notamment la presse papier, et se servent éventuellement, très probablement, des fake news pour revaloriser symboliquement une profession qui est perçue en déclin, en fait. En réalité, ce n'est qu'une certaine partie de la profession qui est attaquée d'une manière assez virulente, parfois. Il y a également des extrêmes avec tout un vocabulaire fait de journalopes, etc., etc. Là, je passe, mais c'est vrai que les temps sont parfois assez difficiles. Et puis, d'un autre côté, chez les journalistes, il y a également beaucoup de journalistes d'investigation qui, eux, sont très critiques contre la réglementation des fake news. Pour plusieurs raisons, mais on assiste aussi à une judiciarisation du travail de presse, et de plus en plus, les rédactions, principalement les rédactions qui font de l'investigation, doivent consacrer une partie de leur budget de fonctionnement aux frais d'avocats pour répondre aux procès qu'on leur fait pour calomnie, diffamation, etc., etc., etc. Et faire une nouvelle réglementation sur les fake news, légiférer le vrai, c'est déjà assez dangereux, disent-ils, mais c'est également une contrainte économique de plus qui pèse sur les rédactions, alors même que beaucoup de rédactions sont en difficulté économique pour celles qui essayent d'être indépendantes, on va dire, des pouvoirs économiques et notamment du marché publicitaire. Et ces journalistes, notamment, ont lancé des pétitions contre le projet de loi des fake news. Mais il ne faut pas oublier que le projet des fake news de loi en France est apparu juste 2 mois après une réglementation assez dangereuse, j'estime, qui réglemente, en fait, qui renforce le secret des affaires. Et renforcer le secret des affaires, ça va exactement à l'opposé de la protection des lanceurs d'alerte, de la liberté d'expression, qu'elle soit individuelle, celle des citoyens, ou la liberté d'expression des journalistes. Voilà. Donc on s'inscrit dans un cadre long, sur le temps long, une vingtaine, une trentaine d'années, mais qui peut être lu, notamment par rapport à l'idéologie de la vulgarisation, qui, je le répète, permet à peu de frais à certains acteurs de valoriser leur rôle et de se positionner dans la vérité. C'est vrai que intervenir publiquement en défendant le faux, c'est très très dur. Voilà pourquoi ma position est parfois assez difficile. Du point de vue des zététiciens, si je parle avec un zététicien, tous ceux qui sont contre les zététiciens, très souvent, sont des anti-sciences. On est dans des rapports binaires, science, anti-science. Et encore une fois, on ne prend pas le temps de déconstruire conceptuellement certaines notions, notamment celles de fake news. Alors, ça pose des problèmes lorsque l'on fait des lois, et je m'arrête, oui, 1 minute, je fais ma petite conclusion, avec une petite punchline, et puis je vous embête plus trop. Voilà, donc, ma principale hypothèse, je ne parle pas de résultats, mais d'hypothèse, peut-on d'ailleurs formuler des résultats en sciences? Et finalement, nos résultats, ce qu'on appelle résultats, ne sont-ils pas toujours des hypothèses? Si le savoir est toujours momentané, temporaire, il n'est pas figé, il est toujours en travail, il est toujours en devenir, on devrait parler plutôt d'hypothèses conclusives. Et
ma position, en fait, c'est de rappeler déjà qu'un certain nombre de courants en sociologie des sciences, en sociologie des controverses, en sociologie politique, insistent bien sur des concepts, notamment la défiance institutionnelle, qui peut être parfaitement légitime, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans certains domaines, une société qui devient de plus en plus incertaine. Ça, c'est la sociologie de la traduction, sociologie de l'innovation, économiquement, écologiquement, culturellement. Et on peut trouver des critiques tout à fait légitimes pour penser que nos structures politiques telles qu'on les connaît dans la représentation politique, en France surtout, assez centralisées, très rigides, sont parfois totalement obsolètes, avec un ensemble d'outils intellectuels qui datent du 19e siècle, de la révolution de l'industrialisation, l'ère industrielle d'industrialisation en France, mais qui ne sont plus des outils conceptuels qui permettent de penser le monde contemporain. Je pense au rationalisme, au positivisme, par exemple, qui sont des formes du scientisme qui ne sont pas du tout adaptées pour comprendre la complexité du monde tel que la sociologie contemporaine pourrait l'expliquer. Et puis la société devenue réflexive par elle-même. Plusieurs pistes, ça c'est Ulrich Beck, un bouquin que j'aime bien, La société du risque, j'en ai parlé aux quelques étudiants que j'ai rencontrés, notamment Ulrich Beck, alors volontairement lui-même dit « je tiens une hypothèse assez haute des individus dans les sociétés, peut-être qu'il faudrait… voilà. » Et lui-même, d'ailleurs, qualifie son livre d'essai. Donc c'est une grosse hypothèse de 500 pages, mais lui dit, se fonde sur des éléments qui sont très réels, très observables, très factuels, c'est que dans les sociétés européennes, on a un accroissement des niveaux d'études. Les gens quittent l'université ou les grandes écoles de plus en plus tard. Actuellement, ça doit être le niveau moyen de sortie d'études, c'est Bac+3, Bac+4 environ, parce que de plus en plus, le marché de l'emploi est tel qu'il faut étudier pour vivre. Et donc, Ulrich Beck dit que les citoyens, loin d'être irrationnels, appliquent les méthodes scientifiques qu'ils ont apprises durant leur période de scolarisation et d'études supérieures. Ils les appliquent aux institutions scientifiques, institutions politiques elles-mêmes. Et donc, les citoyens sont devenus capables de maîtriser la critique. Et finalement, le fait de penser les rapports sociaux en termes de vulgarisation, de rationnel, d'irrationnel, c'est une manière d'invisibiliser cette montée de la critique sociale qui met à mal, parfois, heurte un petit peu les journalistes, les hommes politiques ou certains scientifiques, dès lors qu'ils sont un petit peu trop critiqués. Voilà. Du coup, ce qui vient d'être dit ouvrait quand même pas mal de pistes. On ne va pas pouvoir évidemment toutes les explorer. Mais voilà, je voulais vous inviter à réagir ou poser une question. Je vous écoute. Bonjour. Alors c'est assez général parce que du coup, moi, les questions que j'avais, enfin, le champ que je voulais aborder, c'était plutôt par rapport à la première partie. La question de l'information scientifique, sa propagation, sa déperdition au fur et à mesure, sa transformation éventuelle, et voilà. Tout ça, ça me faisait penser à tout ce qui est la théorie des rumeurs. Donc je profite qu'il y ait effectivement un sociologue dans la salle. Moi, ça me fait penser aussi à tout ce qui est le champ des représentations sociales, puisqu'en fait, quand on délivre une information, effectivement, on est obligé de la réduire, c'est ce qu'on appelle une représentation, et quand les représentations sont suffisamment partagées par un groupe, on appelle ça des représentations sociales, qui forgent les groupes, qui forgent aussi l'identité des groupes. Et donc ça, c'est une chose qui m'intéressait, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue, justement, par rapport à ces données-là aussi. Alors, je vais inviter Estelle Dimamalès, Cyril Baudin à vous répondre rapidement. Je vous remercie. Je ne comprends pas très bien ce que vous demandez. Je sais que, par exemple, moi, ce que j'ai lu, ce qui pourrait peut-être se rattacher à ce que vous dites de rumeurs, c'est que souvent, les journalistes, pour faire passer un message, quand ils ont trouvé une belle métaphore, par exemple, l'ADN, c'était le livre de la vie. Enfin, c'est en anglais que je vous dis ça, donc je ne sais pas en français comment ils utilisaient ça, et que du coup, ça restait, que ça avait cette image pour les gens, de l'ADN en tant que support de toute l'information qui contient toute notre être qui fait ce qu'on est. Est-ce que c'est ça votre question un peu ou... C'est une partie de la question. Oui,
Oui, j'avoue que c'est assez large en fait tout ça. La question, c'est que de toute façon, effectivement, les champs scientifiques, si on veut diffuser une information vraiment scientifique, mettons au journal de TF1, on voit bien que c'est pas adapté. Puisqu'effectivement, on est obligé d'aller vite, c'est de la réduction, on ne va pas poser tout le contexte du chercheur, on ne va pas poser toutes les questions qui s'est posées avant et toutes les contestations de résultats possibles et les limitations de ses résultats finalement. Donc la vraie question que ça pose, c'est comment produire une représentation qu'on puisse ensuite passer. Et pour ça, moi j'interroge justement le champ des représentations qui forgent aussi l'identité des individus. Ce qui a fait le secret des cafés du commerce, finalement, la discussion du café de commerce, c'est que c'est un endroit où on partage des représentations, où on se bat pour des représentations opposées, sur quelque chose qui est très... j'ai pas vraiment le terme, mais où le contenu validé, finalement, est quasi inexistant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une représentation. Après, je pense que ça dépend qui va mettre en place cette représentation et qui est l'objet d'être représenté. Par exemple, si le scientifique qui a produit sa publication choisit sa représentation, de comment il a envie d'amener son résultat, je pense que ça ne lui posera pas de problème. Si la représentation est choisie pour lui, peut-être qu'il ne se reconnaîtra plus dans ce qu'il a fait et qu'il sera moins capable de l'expliquer. Donc, je ne sais pas vous répondre mieux. Après, la représentation, ça dépend sur quoi on se base et quel est le critère objectif qui est le support de la représentation. Est-ce qu'on a envie d'avoir une représentation qui est basée sur des faits objectifs, malgré le fait que ce soit limité, ou est-ce que c'est une représentation qui parlera au plus grand nombre de gens, avec pour autant toutes les limitations qui sont là? Voilà. Alors moi, ce que je voulais juste, c'était pas forcément une question. Du coup, en fait, c'était juste apporter ces deux éléments-là. C'est qu'effectivement, il y a des choses qui s'appellent des représentations et qui forgent nos individualités. Et donc tout ça est lié à la propagation de l'information. Je vous remercie pour cette contribution. Malheureusement, nous allons devoir en rester là et peut-être continuer cette discussion entre nous à l'issue de cette matinée. Merci beaucoup à Cyril Baudin et Estelle Dumas-Mallet.